La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. L'aventurier du jour, c'est David qui nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est toi qui nous as envoyé un petit message pour nous signaler que tu étais auteur dans le milieu du tourisme et de l'aventure. Tu as traversé près de 90 pays. Tu es passé par les 5 continents. Un tour du monde également que tu as mené avec ton épouse, c'est Jennifer. Tu as également fait de belles ascensions du Kilimandjaro, ascension du Mont Blanc. Et il y a 2 ans, tu es parti faire une traversée, un tour de l'Australie, seul, en autonomie parfaite, à pied, à vélo, plus de 6000 km parcourus. Tu en as fait un livre de cette aventure, livre intitulé Un horizon rouge, qui est à découvrir, qu'on peut commander évidemment sur Internet. Et c'est donc de ce livre dont on va parler, David. Ouais, c'est ça. C'était il y a 2 ans, la traversée de l'Australie. C'était en mars 2020. Donc j'étais parti en fait juste en dessous de Brisbane, de Byron Bay, du point le plus à l'est. Et j'avais l'intention de rejoindre le point le plus à l'ouest, donc de l'autre côté, en traversant en plein centre par les déserts. Et je voulais faire toute cette traversée à pied. Donc si ma mémoire est bonne, on était en plein Covid, en pleine pandémie mondiale. C'est ça, et ça a donc un peu chamboulé mes plans. En fait, je suis arrivé en Australie le 10 mars, exactement, et je crois que c'était 2 jours ou 3 jours après, le 12 ou le 13 mars, que toutes les frontières se fermaient. Je me rappelle, j'étais rentré sur le territoire australien vraiment juste à temps. Et donc nous, enfin, en Australie, il y avait eu un petit peu de décalage, donc j'ai pu démarrer ma marche normalement. Et donc j'avais fait toutes les prévisions. Ça faisait 2 ans que je travaillais sur cette aventure. Et donc j'avais des amis et puis mon épouse Jennifer qui devait me rejoindre pour m'aider à me ravitailler dans les déserts. Donc j'ai commencé ma marche en pleine confiance. Moi, c'est vrai que je suivais de loin ce qui se passait, puisque en fait quand je suis parti, on parlait à peine du Covid et c'était encore juste une simple grippe. Donc ça m'inquiétait pas. J'ai commencé à marcher. J'ai marché 700 km jusqu'à ce que les frontières en Australie aussi se ferment et que j'apprenne que je pouvais plus continuer, qu'il fallait absolument que je m'arrête. Donc là, j'étais tout seul face à l'aventure. Donc je me rappelle, j'étais arrivé dans une petite ville qui s'appelle Roma. Donc j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop où aller. On parlait de plus en plus du Covid aussi. Et j'ai vu un monsieur qui sortait d'un magasin qui m'a souri, donc je suis allé lui parler. Et c'est lui qui m'a appris en fait que l'Australie était confinée, que j'avais plus le droit d'avancer. Donc là, je savais plus du tout quoi faire. Et donc ce monsieur, il s'appelle Georges. C'est un Français qui était installé là-bas depuis 1972. Et c'est marrant parce qu'on a parlé 5 minutes sur un bord de trottoir et il m'a hébergé ensuite chez lui pendant 2 mois. Donc c'était vraiment la rencontre miracle. Et alors, tu avais décidé de partir faire ce tour de l'Australie à pied en solo. Pour quelle raison cette fois-ci c'était en solo, alors que dans tes voyages précédents, eh bien vous étiez parti à plusieurs, notamment avec ton épouse? Ouais, alors c'est vrai que moi j'avais fait une petite liste de rêves, là, tout ce que je voulais accomplir. Alors au départ, c'était pas forcément l'Australie, c'était simplement je voulais faire un long voyage à pied, une longue traversée à pied. Et en me penchant sur une carte, j'avais vu que l'Australie c'était une terre sauvage, une beauté brute, originelle, tout ça. Donc c'était vraiment un territoire qui m'attirait. Donc je me suis dit que je me lançais là-dedans. Et mon épouse, elle a un travail à côté, donc elle pouvait pas à ce moment-là s'arrêter pendant 6 mois, puisque c'est le temps qu'il m'a fallu pour traverser. Et puis honnêtement, je savais que j'allais sur des territoires qui étaient dangereux. Et elle, c'était pas forcément son rêve d'aller risquer sa vie là-bas. Donc je suis parti tout seul et elle devait me rejoindre à peu près au moins 2 fois pour me ravitailler dans les déserts. Quand tu dis des Voilà. territoires dangereux, la dangerosité, elle venait d'où? Pourquoi cette dangerosité? Alors, il y avait déjà le climat. Quand on est en plein désert, il n'y a pas tout le temps possibilité de se ravitailler. On est quand même dépendant des voitures qu'on va croiser, des camions qui passent et qui veulent bien s'arrêter pour nous donner de l'eau. Et puis après, il y a toute la faune. Il y a l'Australie quand même, c'est un territoire qui regroupe les serpents les plus dangereux qu'on peut trouver sur la planète. Il y a après les dingos, il y a les araignées. En fait, il y a quand même pas mal de dangers que j'allais devoir affronter. Et voilà, moi, je les acceptais. Honnêtement, je préférais aussi être tout seul parce que je mettais que ma vie en danger à moi.
et je voulais pas être responsable de la vie des autres. Alors on dit à pied, mais il y a aussi eu du vélo dans l'histoire. Alors voilà, donc en fait quand je me suis retrouvé à Roma, donc j'ai été bloqué pendant 2 mois par le Covid et l'interdiction de bouger. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. Donc tout le monde me disait de rentrer en France et d'abandonner. Moi je voulais pas. Et puis il y avait aussi le problème que les frontières étaient fermées, donc plus personne pouvait venir me ravitailler dans le désert. Donc j'étais un petit peu tout seul face à ça. Et la seule solution que j'ai trouvée pour continuer et pas abandonner, c'était de poursuivre à vélo. Donc j'ai acheté un vélo et j'ai continué ma route en modifiant un petit peu le parcours. Du coup, je suis pas passé plein centre. J'ai traversé notre désert, mais par le sud. Donc c'est le désert du Null Arbor. Donc là aussi, c'était vraiment un parcours que j'avais pas du tout préparé et c'était vraiment c'est pas l'Australie qu'on imagine, c'est pas la terre rouge, c'est pas la chaleur là. Le Null Arbor, en fait, c'est une immense ligne droite qui fait 1400 km, qui est balayée par les vents et les tempêtes qui viennent d'Antarctique. Donc voilà, moi j'étais parti en m'apprêtant à affronter la chaleur et je me suis retrouvé à gratter la tente tous les matins parce qu'elle était complètement gelée. C'est quand même un exploit sportif parce que il y a eu le vélo, tu l'as dit. Combien de kilomètres en vélo? Alors j'ai marché pendant 700 km et du coup 5300 km à vélo. 5300 plus 700 kilomètres à pied, ça fait pas mal de bornes effectivement. Ouais, on Euh, arrive à 6000. ouais, donc bravo. D'autant plus bravo que en fait, enfant, tu étais asthmatique, toi. Je crois que Ouais. c'était quand même de l'asthme qui était assez grave. Hein. Tu pouvais par exemple même pas monter un étage d'appartement sans quoi tu t'étouffais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, j'ai même les souvenirs quand j'étais enfant, j'avais 4 ans, 4 ans, où j'avais pas le droit de courir, j'avais pas le droit de monter l'étage à pied, j'avais pas le droit de rire parce que sinon, ben, je faisais des crises d'asthme et c'était parti pour 1 à 2 semaines d'hôpital sous oxygène. Donc voilà, donc maintenant je suis complètement guéri et c'est ça aussi qui me pousse à me lancer ces défis. C'est je me dis maintenant je suis capable de le faire, donc j'ai pas le droit de pas essayer, quoi. Moi, je veux comprendre parce que il y a beaucoup de monde qui nous écoute, beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce type de problème ou une autre maladie d'ailleurs, je veux absolument que ton expérience puisse leur servir. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que hier tu étais dans cet état? Alors hier c'était quand tu étais enfant et Ouais, ouais. aujourd'hui tu es capable de faire plus de 6000 bornes à pied et à vélo en autonomie parfaite en Australie. Il s'est passé quoi dans ta vie pour que tu arrives à cette ligne d'arrivée qui n'est pas une ligne d'arrivée d'ailleurs? Non, non, parce que j'ai d'autres projets en cours. Ouais, j'imagine, ouais. Mais en fait, ça a commencé déjà par déjà médicalement par une longue désensibilisation. Je crois qu'il a duré plus de 10 ans. Et puis en fait, maintenant, le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'en fait, tout le monde est capable de tout à partir du moment où on suit son propre rythme. C'est-à-dire que moi, je vais jamais courir le 100 mètres en 10 secondes, mais comme à peu près tout le monde de toute façon. Je suis pas Mike Horn, je bats pas des records, donc je marche à mon rythme, je pédale à mon rythme, et voilà. Et puis et après, je pense que j'ai mentalement, je refuse l'abandon, donc j'avance, même si c'est lentement, j'avance et puis voilà. Il se Et passe j'arrive quoi jusqu'au bout dans quand ta c'est tête possible. lorsque tu es en train de marcher, lorsque tu es en vélo également sur cette terre australienne? C'est quoi les images, les pensées, les idées qui te viennent lorsque tu es seul avec toi-même? Alors, alors, ça dépend des journées. Alors, quand j'étais à vélo, quand j'avais vent dans le dos, alors là, je profitais en fait du paysage autour. C'était marrant parce que les journées elles se rythmaient au rythme des animaux. Donc, le matin, j'avais les oiseaux qui sortaient, les kangourous qui couraient à côté de moi. Et puis après, dès qu'il faisait un peu plus chaud, c'était le calme plat toute la journée. Et puis, sans avoir besoin de regarder ma montre, je voyais qu'il revenait le soir. Donc, je savais que c'était à peu près l'heure de monter mon camp. Donc, je me faisais comme ça. Et puis, par contre, les journées qui sont plus dures où au contraire, on a le vent de face et que on est 10 heures sur son vélo à forcer sur les pédales et on n'est même pas à 10 km heure. Et c'est dur, c'est compliqué, qu'il y a des averses de grêle. Mais là, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que la prochaine aventure, elle serait n'importe où sur la planète, mais avec un engin à moteur. Et alors ça, maintenant que c'est fini cette aventure australienne, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que réellement la prochaine aventure sera à moteur ou est-ce que non, effectivement, tu reprendras tes pieds, ton vélo et tout ce qui est Non, naturel? alors, mais je suis déjà reparti à pied là cet été. J'étais sur le GR10 dans les Pyrénées. Donc, j'ai fait toute la traversée des Pyrénées en 38 jours. Donc, c'était 950 km. Et j'ai pas utilisé de moteur, juste mes jambes. Donc, finalement, voilà, je me suis pas
J'ai pas tenu ma promesse du désert, quoi. Quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confronté pendant ces quelques mois passés en Australie? Alors là, sans aucun doute, c'était les problèmes administratifs par rapport au Covid. En fait, il faut savoir que l'Australie, comme les États-Unis, c'est divisé en plusieurs États. Et le problème, c'était que chaque État appliquait ses propres restrictions. Donc, quand j'ai été bloqué pendant 2 mois dans la ville de Roma, du jour au lendemain, on m'a annoncé que je pouvais repartir. Donc, je suis reparti. Je pouvais circuler librement dans l'État. Je suis arrivé devant la frontière suivante où je pouvais aussi me déplacer, donc j'ai traversé sans problème. Et après, j'avais encore 2 États à traverser. Donc là, le premier, c'était l'Australie du Sud. Je suis arrivé devant la frontière et on m'a dit que l'État était encore fermé pendant 1 mois. Bon, j'avais déjà perdu 2 mois à Roma, donc ça faisait long. Et donc j'étais là devant la frontière, je savais pas trop comment faire. Et j'ai rencontré un routier qui m'a dit moi, j'ai vu personne qui surveillait. Franchement, tente ta chance, t'es à vélo, tu devrais pas te faire voir, passe. Mais il faut savoir que si je me faisais attraper, je risquais $1000 d'amende. Donc j'ai quand même pris le risque. Je suis passé, je passais par les petits chemins du bush. Dès que j'avais besoin de me faire ravitailler, je retournais sur la route pour arrêter une voiture. Et puis est arrivé ce qui devait arriver. Je suis tombé sur un contrôle de police. Donc je les ai un peu embobinés, quoi. Je leur ai raconté une histoire en disant que j'étais dans cet état-là depuis longtemps, que je voulais écrire un livre sur un roman qui se passait dans le bush, donc je m'inspirais des paysages. Et donc ils m'ont cru, ils m'ont laissé passer. Ton histoire leur a plu. Ouais, je pense. Parce qu'ils comprenaient pas ce que je faisais depuis 3 semaines. Je leur dis ça fait 3 semaines que je suis dans le bush et que là il fallait que je rejoigne une ville parce que j'avais faim. Ouais. Et donc bon, ils m'ont cru. Je sais pas s'ils m'ont cru, mais ils m'ont laissé passer en tout cas. Et ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je suis reparti, que j'allais monter sur mon vélo, le policier, on aurait dit un film où il va y avoir un nouveau rebondissement. Il m'appelle David parce qu'ils appelaient facilement par les prénoms les policiers. C'était marrant. Et alors je me retourne, je dis tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et il me dit tu as faim? Alors j'ai dit ouais. Et il m'a dit viens. Et en fait j'étais avec tous les policiers, ils m'ont offert un repas. C'était marrant. Et après, le plus compliqué, c'était la frontière suivante, l'Australie de l'Ouest, l'Australie occidentale. Où là, alors là, vraiment, ça me rendait dingue parce que c'est vrai que je me rendais pas compte de la situation du Covid parce que j'étais toute la journée sur mon vélo tout seul dans le désert. Et là, je suis arrivé à la dernière frontière. Et donc, l'Australie de l'Ouest, c'est un État qui est grand comme 7 ou 8 fois la France. Il y avait 4 cas actifs. Ils étaient en état d'urgence. Donc, la frontière était complètement fermée. Et là, si je passais, je risquais 6 mois de prison et $50,000 d'amende. Donc là, c'était compliqué de prendre le risque. Et je suis arrivé devant la frontière et donc la police n'a pas voulu me laisser passer. J'ai essayé de parler avec eux. Ils m'ont dit de faire demi-tour, de rentrer en France et tout ça. Donc moi, j'ai pas voulu. Donc j'ai posé ma tente devant leur camp. Je suis resté 10 jours. Pendant 10 jours, j'ai négocié. J'allais parler avec eux. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont eu marre de me voir et ils m'ont laissé passer. Et j'ai pu finir mon voyage. C'est des belles rencontres, tout ça, finalement. Derrière toutes ces anecdotes, il y a l'humain qui est toujours là, hein. Oui, c'est ça. Parce qu'après, je pense que cette équipe de policiers là, ils m'avaient pris un petit peu en pitié finalement. Et en fait, la façon exacte dans laquelle je suis passé, c'est que je savais que si je trouvais un travail de l'autre côté de la frontière, j'avais le droit de traverser. Mais bon, donc j'ai regardé les petites annonces sur Internet, j'ai postulé à un job, j'ai expliqué à la dame en fait ce que je faisais réellement. Et donc un beau matin, elle m'a dit bon, ok, je vais t'aider. Et je suis allé voir donc la police un beau matin, quoi, le 10e jour. Je leur ai dit c'est bon, j'ai trouvé un travail, je peux passer. Et bon, eux, ils n'étaient pas dupes, ils m'ont dit non, on sait que c'est n'importe quoi, que tu veux juste continuer ton voyage. Et ils ont quand même accepté d'étudier mon cas et ils m'ont laissé passer, mais ils savaient très bien la réalité de mes envies de passage de frontière. David, on le disait, tu as fait plus de 6000 kilomètres à pied et à vélo en Australie, et puis tu as eu de nombreuses autres aventures, des grands défis sportifs. Mais finalement, ce que j'entends avec cette discussion qu'on a ensemble depuis tout à l'heure, c'est que ce qui t'anime toujours, c'est les rencontres humaines, hein. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, sans les Australiens, j'aurais jamais pu faire ce voyage. Que ce soit Georges qui m'a hébergé pendant 2 mois, bon, les policiers qui ont accepté de me laisser passer. Mais après, quand j'étais dans le désert, j'étais dépendant du bon vouloir des gens qui s'arrêtent pour me ravitailler. Et c'est marrant parce qu'il y avait souvent les routiers, eux, ils allaient plus vite que moi. Donc, ils se passaient le message entre eux, dire peut-être à un Français là sur la route, arrête-toi, donne-lui à boire ou à manger.
Et des fois, je retrouvais les mêmes aussi. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont permis de faire cette longue traversée. Il y a eu d'autres très belles rencontres humaines lors de ton voyage, lors de ton aventure en Australie? Oui, alors j'en ai une en mémoire, une belle anecdote en fait qui m'a fait passer aussi au-delà de mes préjugés à moi, où j'avais été hébergé une nuit par une famille d'Hare Krishna. Donc moi franchement avant de partir, les Hare Krishna c'était des gens qui avaient la tête rasée, qui étaient en tongs et en toge, et voilà, qui chantaient Hare Krishna toute la journée quoi. Et pour moi c'était une secte. Et en fait j'ai été hébergé par une rencontre que j'avais fait sur le bord de la route. Donc j'étais hébergé donc pour la nuit dans cette famille. Et en fait, pas une seule seconde, ils ont essayé de me convertir ou de me parler de leur religion. Les seules fois où on a abordé le sujet, c'est parce que moi j'étais curieux et que je leur posais poliment des questions. Mais voilà, je suis allé au-delà de mes préjugés et aujourd'hui on est toujours en contact et j'ai des amis Hare Krishna, c'est cool quoi. Il y a quoi dans ce bouquin? Un horizon rouge? Il y a tes anecdotes? Il y a tes souvenirs? Il y a des photos également? Alors il y a tout ça, il y a tout ça. Alors il n'y a pas trop de photos, c'est vraiment le récit. Hmm. Mais il y a tout, voilà, où j'explique comment ce rêve est né, toute la préparation, que ce soit logistique, le matériel, la préparation physique, et tout ça. Et puis après, ben, voilà, vous êtes dans mon sac à dos à partager la traversée avec moi. Sauf que vous avez pas mal aux pieds, vous. Et là, il va se passer quoi pour toi dans les prochains mois, les prochaines années? Quels sont tes projets là qui arrivent et dont tu viendras nous parler à nouveau dans Les Aventuriers? Là, actuellement, ça va être assez calme maintenant. Je continue à écrire d'autres livres. Là, j'ai un roman là qui est en finition. Et après, pour l'année prochaine, 2023, je ne sais pas encore exactement, mais on a le projet de repartir en tour du monde avec Jennifer. Il y a un endroit sur Terre où tu aimerais aller et où tu n'as pas eu encore l'occasion de mettre les pieds? À peu près partout où je ne suis pas encore allé. Mais non, sinon après, il y a des endroits qui me font vraiment rêver. Il y aurait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande, Costa Rica. Les pôles aussi, pôle Nord, pôle Sud, voilà, c'est des terres d'aventure qui paraissent assez irrésistibles, quoi. Avant de se quitter, David, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient, comme toi, faire une traversée de l'Australie à pied ou à vélo, ou les deux, comme toi? Ouais, ben il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il faut être assez naïf pour avoir des rêves, assez fou pour les croire possibles et assez obstiné pour les réaliser. Voilà, donc soyez naïf, fou et obstiné et suivez votre propre rythme. David de Brinca, merci de nous avoir offert cette petite aventure dans les Aventuriers. Ton ouvrage, c'est Un horizon rouge. Et bien sûr, on va mettre un petit lien de cet ouvrage sur bien le lien de ce podcast, la description. Merci David d'avoir été avec nous dans Les Aventuriers. Un grand merci à toi. À bientôt, salut. Merci à tous. Au revoir. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriqueaudio.com.